Tu peux dormir sur le canapé, ou mieux encore, prendre une chambre d'hôtel, m'a dit ma belle-fille lorsque ses parents se sont installés chez moi, soudainement, comme s'ils étaient chez eux. Il vaudrait mieux que tu partes. Nous n'aurons pas assez de place pour 5, a ajouté Henri avec un rictus méprisant. Je suis parti en silence. Mais une semaine plus tard, la panique les a saisis. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Ma belle-fille a hurlé après ce que j'avais fait. Elle ignorait que ce n'était que le début de ma vengeance. L'air vif du matin de février caressait mon visage alors que je tournais au coin de la rue principale. Ma bouteille d'eau était presque vide après 1 heure de marche à travers le quartier résidentiel. À 62 ans, j'avais appris à apprécier ces routines matinales. 7 heures, même itinéraire, même veste de survêtement confortable que je portais depuis 5 hivers dans ce quartier. Mes genoux protestaient moins quand je les maintenais en mouvement. Puis j'ai vu le camion. C'était un camion de location, blanc et cubique, garé dans mon allée de garage comme un monument indésirable. Il bloquait complètement le garage, me forçant à m'arrêter sur le trottoir. Mon pouls s'est accéléré, mais pas à cause de l'exercice. La confusion m'a envahi, suivi immédiatement par quelque chose de plus sombre. Je me suis approché de la porte d'entrée, remarquant qu'elle était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, mon salon s'était transformé en quelque chose de méconnaissable. Des tours précaires de carton s'élevaient contre les murs que j'avais peints moi-même 3 étés auparavant. Mes meubles, le canapé d'angle, la table basse en chêne, le lampadaire, avaient tous été poussés sans ménagement. 2 inconnus occupaient l'espace comme s'il leur appartenait. L'homme avait mon âge, peut-être un peu plus jeune, avec une carrure robuste et des cheveux gris clairsemés. Il portait un polo délavé rentré dans un jean trop haut sur la taille et sa voix résonnait dans la pièce tandis qu'il donnait des ordres. La femme à ses côtés fronçait les sourcils devant une boîte marquée « Fragile », son visage figé dans une expression de désapprobation permanente. Elle portait trop de parfum. Je pouvais le sentir dès l'entrée, quelque chose de floral et d'entêtant. Mon fils Daniel s'est faufilé entre eux avec difficulté, portant un carton étiqueté « Cuisine » au marqueur noir. Son visage était rouge. J'ignorais si c'était dû à l'effort ou à autre chose. Derrière lui, Sarah, ma belle-fille, s'est essuyé les mains sur son jean et m'a finalement remarqué, debout là. « Oh, tu es de retour », a-t-elle dit comme si j'étais parti des semaines plutôt qu'1 heure. « Que se passe-t-il ici ?» J'ai gardé ma voix neutre. Professionnelle. 35 ans en gestion logistique m'avaient appris à évaluer les situations avant de réagir. Sarah a légèrement penché la tête. Un geste qui, je le savais, signifiait qu'elle allait dire quelque chose qui ne me plairait pas. « Papa, Daniel ne t'a pas dit. Mes parents ont vendu leur maison et ont besoin d'un endroit où rester quelques mois le temps de finaliser l'achat de leur nouvel appartement. Ça ira. Nous sommes une famille. » La façon dont elle m'a appelé papa, sur ce ton faussement familier, m'a transpercé comme une petite lame entre les côtes. Je me suis tourné vers mon fils qui venait de poser son carton avec un bruit sourd. Daniel. Il ne m'a pas regardé. Papa, j'allais te le dire, mais les choses sont allées vite. Les parents de Sarah avaient besoin d'aide. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre que des étrangers emménagent dans ma maison sans me demander mon avis. Nous vivons ici nous aussi, papa, a dit Daniel doucement, évitant toujours mon regard. Sarah et moi vivons ici. Nous prenons les décisions ensemble. Le fait qu'ils y aient vécu gratuitement pendant 2 ans semblait lui avoir échappé. Je l'ai regardé prendre un autre carton et disparaître vers l'escalier, les épaules voûtées comme un homme qui s'attend à un coup. L'inconnu au polo, Henri, comme je l'apprendrai plus tard, s'est affalé dans mon fauteuil inclinable avec un grognement de satisfaction. Mon fauteuil inclinable, celui dans lequel je m'étais assis chaque soir pendant 8 ans, lisant ou regardant les informations,
ou simplement réfléchissant pendant les heures calmes après que tout le monde soit allé se coucher. Ce fauteuil a connu des jours meilleurs, a annoncé Henri à personne en particulier. Quand l'avez-vous acheté? Les années 80? Il y a 8 ans, ai-je dit. Il paraît plus vieux. Vous devriez peut-être le moderniser pendant que nous sommes là. L'endroit aurait besoin d'un coup de jeune. Je n'ai rien dit. Il a souri, prenant mon silence pour de la faiblesse, alors que c'était en réalité de la pure stratégie. La femme, Rose, s'était installée dans ma cuisine, ouvrant les placards et réorganisant leur contenu avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui se sent chez soi. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard de malaise. Je me suis retiré dans ma chambre pendant qu'il déchargeait carton après carton, revendiquant le territoire centimètre par centimètre. Dans le silence derrière ma porte close, j'ai sorti le coffre-fort ignifugé de mon placard et en ai extrait l'acte de propriété de la maison. Mon nom y figurait. Un prêt. Pas de co-emprunteur, pas de propriété conjointe. J'avais travaillé pour cet endroit. J'avais payé chaque mensualité de prêt à temps pendant 15 ans avant de rembourser intégralement le prêt en 2019. Cette maison était la mienne. Cette clarté a stabilisé quelque chose en moi. Le dîner a apporté une nouvelle humiliation. Nous nous sommes rassemblés autour de la table que j'avais construite de mes propres mains. Du chêne massif assemblé pièce par pièce dans cette même pièce. Henri a immédiatement dominé la conversation, sa voix remplissant chaque recoin. « Il fait trop froid ici », dit-il en désignant vaguement les murs. « À combien avez-vous réglé le thermostat ?»« À 19 degrés. »« 22 degrés, ai-je répondu. »« 22 ? C'est pratiquement tropical. Il va falloir discuter des règles de la maison si nous devons tous vivre ensemble. » La phrase resta suspendue dans l'air, lourde comme de la fumée. Rose tripota sa nourriture. Puis, elle leva les yeux avec une sollicitude feinte. « La chambre d'amis est-elle toujours aussi petite ? Ma commode y rentre à peine. »« C'est une chambre standard, ai-je dit. Plus qu'assez d'espace pour quelque chose de temporaire. »« Eh bien, je suppose que nous nous débrouillerons, » l'interrompit Rose, son ton suggérant un immense sacrifice personnel. Bien que je ne sache pas comment vous avez pu vivre confortablement ici. Henri et moi sommes habitués à plus d'espace. Sarah tendit la main et toucha le bras de sa mère avec compassion, ignorant complètement la façon dont ma prise se resserrait sur ma fourchette. Daniel étudia son assiette comme si elle contenait des réponses à des questions qu'il était trop effrayé de poser. J'ai tenté de parler seul avec mon fils après le dîner, le coinçant dans le garage pendant que les autres s'installaient devant la télévision. Ma télévision, réglée sur une chaîne que je ne regardais jamais, le volume plus fort que je ne l'aurais jamais mis. « Mon fils, que se passe-t-il? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Daniel me regarda enfin, mais ne put soutenir mon regard. C'est arrivé vite. Les parents de Sarah avaient besoin d'aide. Je pensais que tu comprendrais. Ce n'est que pour quelques mois. Quelques mois à vivre dans ma maison sans me demander mon avis. Nous vivons ici nous aussi, papa. Il me dépassa en se dirigeant vers la porte. Sarah et moi vivons ici. Nous prenons les décisions ensemble. Il disparut à l'intérieur avant que je ne puisse souligner l'évidence. Il vivait ici parce que je l'avais permis par amour et générosité. Sans jamais demander de loyer, sans exiger de délai. Tard cette nuit-là, incapable de dormir, je suis allé à la cuisine pour de l'eau. La soif était devenue une excuse pour me déplacer dans ma propre maison. Pour vérifier ce que je savais déjà en train de se produire, j'ai ouvert le placard où je rangeais mes tasses et j'ai trouvé que tout avait été réorganisé. Ma préférée, une simple pièce en céramique bleue que mon défunt épouse m'avait offerte il y a 20 ans, avait été repoussée à l'arrière, presque cachée à sa place. Des tasses à thé fleuri, à motif de rose, étaient au premier plan, disposées comme si elles avaient toujours été là. Je suis resté là, tenant cette tasse bleue dans l'obscurité, le carrelage froid sous mes pieds nus.
quelque chose s'est cristallisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas de la rage. La rage était chaude et temporaire. Ceci était plus froid, plus dur. C'était le sentiment que j'éprouvais dans mon ancien travail quand un problème devait être résolu, quand l'émotion ne ferait qu'obscurcir les calculs nécessaires. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'accepterais cette invasion parce que j'étais vieux, parce que j'étais seul, parce que Daniel était mon fils et que la famille signifiait avaler les indignités avec un sourire. Il se trompait. J'ai remis la tasse à sa nouvelle place. J'ai éteint la lumière et suis retourné dans ma chambre. Demain apporterait de nouvelles violations. J'en étais sûr, mais j'avais appris quelque chose de précieux cette nuit. J'avais appris exactement à qui j'avais affaire. 3 jours ont tout changé. 72 heures d'invasion systématique. Chaque petite violation ajoutait du poids à la pression qui montait dans ma poitrine. Henri a changé le thermostat 6 fois. Je les ai comptés, le baissant toujours à 19 ou 20 degrés, jusqu'à ce que la maison donne l'impression que l'hiver s'y était installé. Ma place de stationnement préférée disparaissait quotidiennement, revendiquée par son vieux pick-up à la peinture fanée et au pare-chocs rouillé. Dans la salle de bain, mes articles de toilette avaient été déplacés sur une étagère inférieure, faisant de la place pour la vaste collection de lotions, poudres et crèmes à la rose qui se multipliaient comme des bactéries. Le mardi matin, j'ai découvert que Sarah avait ouvert mon courrier, un relevé bancaire. Ma correspondance personnelle gisait sur le plan de travail, l'enveloppe négligemment déchirée. Je pensais que ça pouvait être important, a-t-elle dit quand je lui ai demandé, sans lever les yeux de son téléphone. Mais le mercredi soir, je suis revenu d'une promenade pour trouver mes restes disparus. L'EHPAD que j'avais préparé le lundi soir, soigneusement portionné pour 2 repas supplémentaires, s'était évanoui. Henri était assis dans ma chaise, sa chaise maintenant, apparemment, se curant les dents avec une satisfaction désinvolte. « C'était bon, a-t-il dit. Vous devriez en faire plus. » Je n'ai pas répondu. Mon cerveau de logisticien enregistrait tout, construisant une base de données d'infraction sans ma direction consciente. C'est ce que j'avais fait pendant 35 ans. Remarquer des schémas, identifier des problèmes, calculer des solutions. Le jeudi matin à 6h30, je suis descendu et j'ai trouvé tout le monde déjà réuni dans la cuisine. C'était immédiatement anormal. Daniel et Sarah ne se levaient jamais avant 7h30. Henri dormait généralement jusqu'à 8h. Rose se plaignait de la lumière du matin. Pourtant, ils étaient là, assis, café fait, toast préparé, en attente. Ils m'avaient attendu. Sarah était assise, le dos droit, les mains jointes sur la table, dans sa posture de présentation professionnelle. Henri avait l'air satisfait, penché en arrière sur sa chaise, comme un juge s'apprêtant à rendre un verdict. Rose tripotait sa nourriture sans manger. Daniel étudiait ses œufs avec une intensité inhabituelle. « Papa, il faut qu'on parle des arrangements pour dormir », commença Sarah. Les mots étaient répétés, débités avec une efficacité toute professionnelle. Avec 5 adultes dans la maison, nous manquons d'espace. Je posai ma tasse de café avec précaution. 5 adultes. Cette maison compte 3 chambres. Exactement. Daniel et moi en avons une. Mes parents ont la chambre d'amis et vous avez la suite parentale. Mais mes parents ont besoin d'espace de rangement. Alors, vous pourriez dormir sur le canapé pendant quelques semaines, ou honnêtement, un hôtel serait peut-être plus confortable. L'audace de la proposition me coupa le souffle un instant. Vous me demandez de quitter ma chambre, dans ma maison ? L'expression de Sarah se figea dans une patience étudiée, celle que les managers adoptent face à des employés difficiles. Ce n'est pas seulement votre maison, papa. Daniel vit ici aussi. Nous essayons de faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde. Avant que je puisse formuler une réponse, Henri m'interrompit, sa voix fendant l'air matinal avec une cruauté désinvolte. Soyons réalistes.
5 personnes dans cet endroit, c'est trop. Quelqu'un doit faire de la place. Je me tournai pour le regarder droit dans les yeux. Faire de la place? Qui suggérez-vous? Eh bien, vous êtes à la retraite. Vous avez du temps et de la flexibilité. Le reste d'entre nous a des emplois, des responsabilités. Il est logique que vous trouviez un autre endroit temporairement. Peut-être même de façon permanente, nous pourrions trouver un arrangement. Un arrangement pour ma maison. Henri haussa les épaules, un geste qui balayait des décennies de mon travail, mes remboursements d'hypothèque, ma vie. Je suis juste pratique. Pas besoin de devenir sentimental. Je regardais mon fils. Il était la seule personne à cette table qui comptait. La seule dont l'opinion pouvait changer ce qui allait se passer. Daniel, regarde-moi. Il leva lentement les yeux, mais ne put soutenir mon regard. La faiblesse sur son visage me dit tout. « Tu veux que je parte, papa ?» Sa voix traversa à peine la table. « Ce n'est pas si simple. Les parents de Sarah ont besoin d'aide. Ce n'est que temporaire. Nous essayons de trouver une solution. Je n'ai pas demandé si c'est temporaire. J'ai demandé si tu voulais que je quitte ma propre maison. » Daniel retourna à ses œufs, sa fourchette raclant l'assiette dans le silence. Ne rendons pas cela plus difficile que nécessaire. Je me levai, ma chaise raclant le sol, bruyamment dans la cuisine silencieuse. Rose parla alors, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Arthur, nous n'essayons pas de vous chasser, mais vous devez comprendre. À notre âge, nous avons besoin de certains conforts. Cette chambre d'amis est à peine assez grande pour notre lit. Nous avons besoin d'espace pour les vêtements d'Henri, mes chaussures, nos affaires personnelles. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Je comprends que vous avez emménagé dans ma maison sans demander, et maintenant, vous voulez que je la quitte. » Son expression passa à une innocence blessée. « Il n'y a pas besoin de cette attitude. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La famille demande d'abord. » Je sortis de la cuisine. Je montai les escaliers jusqu'à ma chambre. Derrière moi, j'entendis le murmure des voix. Henri disant quelque chose comme « Vieil homme têtu ». Je fermai la porte et regardai la pièce qui était la mienne depuis 16 ans. Le lit que j'avais partagé avec mon épouse avant que le cancer ne l'emporte. La commode qui contenait les vêtements que j'avais achetés avec l'argent que j'avais gagné. La fenêtre donnant sur un jardin que j'avais entretenu chaque week-end. Je tirai ma valise du placard. 90 minutes plus tard, je descendis les escaliers avec une valise à roulettes, une boîte de documents et ma sacoche d'ordinateur portable. Il s'était déplacé vers le salon, installé sur les meubles comme un public attendant la suite du spectacle. Henri avait de nouveau revendiqué mon fauteuil. Rose était assise à côté de Sarah sur le canapé. Daniel se tenait près de la fenêtre, sa posture défensive. Sarah fut la première à voir la valise. « Oh, vous partez vraiment ?» Je gardai ma main sur la poignée de la porte. « Vous m'avez dit de partir. Je pars. » Daniel parla enfin, se détournant de la fenêtre. « Papa, attends, on peut en parler. Tu as déjà pris ta décision au petit déjeuner quand tu n'as rien dit. » Je sortis, refermant la porte derrière moi d'un clic ferme. Pas un claquement. Je ne suis pas un homme à claquer les portes, mais suffisamment définitif pour qu'il l'entende. À travers la fenêtre, je les vis figés dans un tableau, regardant ma voiture s'éloigner du trottoir. La bouche de Rose bougeait, offrant probablement un commentaire que j'étais reconnaissant de ne pas entendre. Le motel du Soleil du désert était sur une avenue animée à 12 minutes de la maison, si la circulation le permettait. Le bâtiment n'avait rien de spécial. 2 étages de stuc peint couleur sable. Des portes donnant sur un couloir extérieur. Mais c'était propre, calme, et surtout, c'était un espace que personne n'avait envahi. La réceptionniste était une jeune femme nommée Émilie, son badge légèrement de travers sur son uniforme. Elle regarda mon visage. Je ne sais pas ce qu'elle y vit, mais son expression s'adoucit. Combien de nuits? Je ne suis pas encore sûr. Commençons par une semaine.
dit-elle en tapant sur son ordinateur, puis elle marqua une pause. Je vais vous mettre dans la chambre 214. Elle a un bureau. On dirait que vous avez besoin d'espace pour réfléchir. La première gentillesse que j'avais ressentie en 4 jours. Merci. La chambre sentait les produits de nettoyage industriel et le vieux tapis, mais elle avait ce dont j'avais besoin. Un lit, un bureau, une chaise, une salle de bain et le silence. Je posais ma valise près du placard et emportais ma boîte de documents jusqu'au bureau. Je les étalais méthodiquement. L'acte de propriété ici, les relevés de taxes foncières là, l'attestation de remboursement de prêts hypothécaires à gauche. Au centre, j'ai posé un vieux carnet à spirale de 2022, celui où j'avais méticuleusement noté le prêt de 35 000 € à Daniel pour sa voiture. Jamais remboursé, pas même reconnu. Mon ordinateur portable était ouvert sur un moteur de recherche. J'ai tapé « droit de la propriété », « droit des propriétaires ». Les heures s'écoulaient. Mon café instantané refroidissait dans son gobelet en polystyrène. Le soleil de l'après-midi traversa le mur, puis s'estompa dans la nuit. J'ai lu des articles sur la distinction entre invités et locataires, entre ceux qui ont un bail et ceux qui occupent simplement un espace. J'ai appris les exigences en matière de préavis, la révocation d'autorisation et le droit légal d'exclure autrui d'une propriété dont on est le propriétaire. À minuit, mon carnet de l'hôtel comptait 3 pages de notes méticuleuses. La télévision de la chambre voisine bruissait à travers le mur, diffusant une émission de fin de soirée. Dehors, des voitures passaient sur l'avenue animée, leurs phares balayant mes rideaux. Je me suis adossé à la chaise de bureau et j'ai contemplé tout ce qui s'étalait devant moi. Les preuves de propriété, les preuves de la trahison, le fondement juridique de ce qui allait suivre. Ils avaient commis une erreur, plusieurs même. En fait, ils avaient cru que j'étais faible parce que j'étais plus âgé. J'étais seul parce que j'étais resté calme au lieu d'exploser. Ils avaient confondu patience et impuissance. Cela allait leur coûter cher. J'ai ouvert une nouvelle page dans mon carnet et j'ai commencé un registre des griefs. Ceux-ci étaient déjà gravés dans ma mémoire. Chaque petite violation cataloguée avec une clarté parfaite. Mais ceci était différent. C'était un plan. La première étape commencerait demain. Au petit matin, le lendemain est arrivé avec le même café d'hôtel et les mêmes documents éparpillés sur les surfaces comme des preuves sur une scène de crime. J'étais à l'hôtel du Soleil du Désert depuis une journée complète. Au 7e jour, la femme de chambre avait cessé de proposer de nettoyer. Elle avait jeté un œil à travers la porte sur mon chaos organisé et s'était retirée en silence. Je me réveillais chaque matin à 5h30. Je préparais du café dans la petite machine qui crachotait et sifflait. Puis je retournais à mon travail. L'acte de propriété était au centre du bureau, entouré de cercles concentriques de documents justificatifs. Des quittances de taxes foncières remontant à 2008. Des polices d'assurance ne mentionnant que mon nom. Des relevés hypothécaires montrant 17 ans de paiement, chacun effectué par moi depuis mon compte, jamais en retard. Le 4e jour, en fouillant dans de vieux emails sur mon ordinateur portable, j'ai trouvé quelque chose que j'avais presque oublié. Mai 2022, Daniel avait besoin d'une voiture pour son nouveau travail. Le concessionnaire exigeait un acompte de 35 000 €. Son email était là, conservé dans ma boîte de réception. « Papa, c'est un prêt, pas un cadeau. Je te rembourserai 1 000 € par mois à partir du mois prochain. Tu as ma parole. » J'avais transféré l'argent le jour même. La confirmation bancaire se trouvait dans mon dossier de téléchargement, datant de 3 ans, mais parfaitement valide. J'ai cherché des relevés de paiement. Rien. Pas un seul euro n'avait été remboursé. J'ai vérifié tous mes comptes. J'ai passé en revue 3 ans de relevés. Le prêt s'était simplement évaporé de la mémoire de Daniel, comme la brume matinale. J'ai créé un tableur au centre d'affaires du motel, l'imprimant sur leur papier légèrement grisâtre.
36 mois, 36 paiements manqués. Les chiffres racontaient une histoire plus accablante que n'importe quelle accusation que je pourrais formuler. Le 5e jour, Madame Leclerc a appelé. Sa voix exprimait à la fois des excuses et de l'inquiétude. « Arthur, j'espère ne pas vous déranger, mais la nuit dernière, il y avait au moins 8 voitures garées sur votre pelouse. La musique était si forte que mes fenêtres en tremblaient. 8 voitures, une sorte de rassemblement. Ça a duré jusqu'à après minuit. J'ai failli appeler la police, mais je n'étais pas sûr que vous l'ayez autorisé. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis même pas là en ce moment. » Sa pose contenait des questions qu'elle était trop polie pour poser. « Oh, eh bien, cela explique les choses. J'ai vu que votre voiture n'était pas là de toute la semaine. Vous allez bien ? Ça ira. Merci de me l'avoir dit. » Après qu'elle ait raccroché, j'ai ajouté son appel à mes notes. Monsieur Martin avait appelé 2 jours plus tôt, mentionnant qu'il avait croisé Henri à la boîte aux lettres. Il me parlait de sa nouvelle maison, de son adresse. Je pensais que vous devriez le savoir. Ils n'occupaient pas seulement ma maison, ils en revendiquaient la propriété. Le 6e jour, j'ai conduit jusqu'au centre-ville historique. Le cabinet d'avocats se trouvait dans un bâtiment restauré à l'architecture traditionnelle, le genre que les touristes photographiaient. Fournier et associés occupaient le 2e étage. Marguerite Fournier avait 48 ans, les cheveux grisonnants tirés en un chignon efficace et des yeux qui m'évaluaient en quelques secondes. Je lui ai tendu le résumé de 2 pages que j'avais préparé. Date, nom, incident chronologique. Elle l'a lu en 4 minutes sans m'interrompre. « La plupart des clients arrivent émotifs et désorganisés, dit-elle en levant les yeux. Vous avez fait mon travail pour moi. J'ai passé 35 ans dans la gestion logistique. Je sais comment présenter des informations. » Elle a étalé les codes civils révisés sur son bureau, me montrant des sections surlignées. « Monsieur Dubois, permettez-moi d'être direct. C'est votre maison. Votre nom est sur l'acte de propriété. 5 propriétaires? Non. Un seul propriétaire. Vous. Ils n'ont aucune base légale. Ma belle-fille a dit que c'est aussi la maison de Daniel. Qu'il y vive. Donc, il prend des décisions. Habiter quelque part ne confère pas la propriété. Je pourrais vivre dans un hôtel particulier pendant 1 an, cela ne le rendrait pas mien. Votre fils est essentiellement un invité dans votre maison. Un fils adulte vivant sans loyer. » Ces mots eurent un poids inattendu. Sans loyer depuis 3 ans, ce qui signifie que vous avez été plus que généreux, poursuivit-elle. La générosité a ses limites. Ils ont trouvé les vôtres. Nous avons abordé la question de l'avis d'expulsion. Elle m'expliqua qu'Henri et Rose, n'ayant ni bail ni contrat de location, étaient de simples invités. La loi était claire. Je pouvais révoquer leur permission de rester. Un délai de préavis de 30 jours était requis. Non par courtoisie, mais par nécessité légale. « Que dira exactement cet avis ?» demandai-je. « Il stipulera qu'Henri et Rose occupent votre propriété sans bail ni contrat de location. En tant qu'invités, leur bienvenue a été révoquée. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux conformément à la loi. Passé ce délai, s'ils persistent, nous engagerons une procédure d'expulsion formelle devant les tribunaux. Et Daniel et Sarah ?» Elle marqua une pause, tapotant son stylo sur son bloc-notes. « Leur cas est plus délicat en raison de la durée de leur séjour. Mais voici le point essentiel. Ils ne sont pas propriétaires des lieux. Vous pouvez commencer à leur facturer un loyer, avec effet immédiat, ou leur signifier un avis similaire. C'est votre choix. Je veux que tout le monde parte. Alors nous commencerons par Henri et Rose. La voie légale est plus claire de ce côté-là. » Elle rédigea l'avis pendant que j'attendais, ses doigts efficaces sur le clavier. Le document sortit de son imprimante sur du papier à en-tête, d'apparence officielle et intimidante. Des titres en gras, des citations légales, une mise en page impeccable. Nous nous sommes dirigés vers le bureau de Maître Lefebvre.
Maître Lefebvre, âgé de 55 ans, était méticuleux, ses lunettes de lecture suspendues à une chaînette. Il examina attentivement l'avis, vérifia mon permis de conduire par rapport à l'acte de propriété. Puis il apposa son sceau de notaire avec la gravité de quelqu'un qui comprenait le pouvoir des documents. « C'est difficilement contestable », dit-il en me le rendant. « Ils n'auront aucun recours. » Puis il me regarda directement. « Monsieur Dubois, je dois vous demander, êtes-vous préparé à leur réaction ? Je m'attends à ce qu'ils soient en colère. Les gens en colère font des choses imprévisibles. Assurez-vous de tout documenter. S'ils endommagent la propriété, appelez immédiatement la police. S'ils vous menacent, demandez une ordonnance de protection. Ce document vous protège légalement, mais pas physiquement. Je connais mon fils depuis 37 ans. Il n'est pas violent. Non, mais vous ne connaissez pas Henri, et les gens désespérés peuvent surprendre. Je pris l'avertissement au sérieux. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ajoutai à mes notes « Rechercher caméra de sécurité ». Marguerite m'appela avant que je ne m'endorme. Une dernière chose, lorsque vous remettrez cet avis, ne vous impliquez pas émotionnellement. Donnez-le leur. Ou mieux encore, scotchez-le à la porte. Ne discutez pas. Ne vous justifiez pas. Ne vous excusez pas. Le document parle de lui-même. Ils m'appelleront. Votre fils appellera. Alors, gardez des réponses brèves. C'est mon droit légal. L'avis explique tout. Contactez mon avocate si vous avez des questions. Ne vous laissez pas entraîner dans la manipulation émotionnelle. J'ai passé une semaine à être manipulé. C'est fini. Son léger sourire transparaissait dans sa voix. Bien. Gardez cette détermination. Les gens comme Henri comptent sur le fait que les autres reculent. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Je m'assis sur le lit de la chambre d'hôtel cette nuit-là, l'avis notarié entre mes mains. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, chargé de conséquences. Demain, tout allait changer. J'étais prêt. 8 jours après qu'il m'ait forcé à partir, je suis rentré chez moi. Jeudi matin, 10h30. J'avais choisi l'heure délibérément. Daniel et Sarah partaient travailler à 8h. Leur voiture était partie, confirmée par un SMS de Madame Leclerc, qui était devenu mon réseau de surveillance inattendu. Henri et Rose suivaient un schéma prévisible. Promenade matinale à 9h30, retour vers 11h30. J'avais une fenêtre de 2 heures. Mon véhicule s'engagea dans l'allée de garage. Ma place était reprise. La maison semblait la même de l'extérieur, mais je savais qu'elle ne l'était pas. Je m'approchai de la porte d'entrée avec ma vieille clé, m'attendant à moitié à ce qu'ils aient changé les serrures de ma propre maison. Ils ne l'avaient pas fait. Erreur de débutant. Les solutions de sécurité de Marc arrivèrent 20 minutes plus tard. Marc était professionnel, peut-être la quarantaine, avec une ceinture à outils qui semblait avoir beaucoup servi. Je lui montrai l'acte de propriété. Il est écrit ici que vous êtes le seul propriétaire depuis 2008. Cela me suffit. Je veux des serrures qui ne peuvent pas être crochetées facilement. Quelque chose de solide. J'installerai des serrures à peine dormant de haute sécurité. Qualité commerciale. À moins que quelqu'un ne brise une fenêtre, ils n'entreront pas sans clé. Bien, je prendrai 6 copies de chaque clé. Il étudia mon visage un instant. Situation familiale. Quelque chose comme ça. N'en dites plus. Je vois ça plus souvent que vous ne le pensez. 4 portes extérieures nécessitaient un changement. La porte d'entrée, la porte arrière, l'entrée latérale du garage et la porte principale du garage. Marc travailla avec une précision efficace et je l'aidai à tenir les portes, à transporter les outils, à tester chaque nouvelle serrure après l'installation. Le processus était mécanique, profondément satisfaisant. Chaque serrure qu'il changeait représentait un contrôle retrouvé. À 12h15, la maison était fortifiée. Le pêne dormant de la porte d'entrée claqua avec une autorité rassurante.
La poignée de la porte arrière tourna en douceur sous ma main. L'accès au garage était désormais protégé par un code que seul moi connaissais. Tandis que Marc terminait la dernière porte, je déballais 2 caméras de sécurité sans fil de leur boîte. Des caméras vidéo achetées la veille au grand magasin de bricolage. L'une fut placée au-dessus de la porte d'entrée, orientée pour capter le porche et l'allée de garage. La seconde fut montée au-dessus de la porte arrière, couvrant l'accès au patio. Elles se synchronisèrent à mon téléphone en quelques minutes. Désormais, j'aurais des preuves vidéo de tout. À 13 heures, je scotchais l'avis d'expulsion sur la porte d'entrée, à hauteur des yeux. Impossible de l'ignorer. Le document était aussi intimidant que Marguerite l'avait voulu. Des titres en gras, un langage juridique, le sceau du notaire bien visible en bas. Je le photographiai en place avec mon téléphone, preuve de sa remise. Puis je parcourus la maison méthodiquement, documentant chaque détail. Les meubles du salon avaient été réarrangés sans soin. La lampe antique de ma mère, cette pièce de style Tiffany qu'elle m'avait léguée, avait complètement disparu. J'en pris note. Dans la cuisine, les placards avaient été réorganisés. Ma vaisselle était mélangée au hasard avec la leur. Ma chambre était le pire. Les flacons de parfum de rose couvraient la commode. Les vêtements d'Henri pendaient dans mon placard, repoussant mes affaires dans un coin. Le lit avait des draps différents, un imprimé floral que je n'avais jamais acheté. Je photographiais tout, les horodatages visibles sur chaque image. Puis je m'assis dans mon fauteuil inclinable, celui qu'Henri s'était approprié, et le repris. Je préparais du café dans ma cuisine. Je réglais le thermostat à 22 degrés Celsius. La maison semblait différente maintenant, mais elle était de nouveau la mienne. À 17h47, la caméra de sécurité capta la berline de Sarah s'engageant dans l'allée de garage. Elle était rentrée tôt. Je la regardais sur mon téléphone alors qu'elle s'approchait de la porte. Elle tenta d'utiliser sa clé. La confusion traversa son visage. Elle essaya de nouveau, secouant la poignée. Rien. Elle sortit son téléphone. Le mien sonna 30 secondes plus tard. Je répondis à la 3e sonnerie. « Allô ? Qu'avez-vous fait ? Ma clé ne fonctionne pas. » Sa voix tremblait de colère, non de peur. « J'ai changé les serrures. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous vivons ici. Vous ne pouvez pas juste nous enfermer dehors. » Il y a un avis d'expulsion sur la porte. Il explique tout. Vos parents ont 30 jours. Mes parents, et nous, et Daniel, c'est votre fils. Daniel aurait dû y penser quand il vous a laissé me mettre dehors. C'est insensé, vous êtes cruel. Nous avons besoin de nos affaires. Vous pouvez récupérer vos affaires dans les 30 jours. L'avis précise la procédure. Toutes les questions supplémentaires doivent être adressées à mon avocate, Marguerite Reynolds. Je lui dictai le numéro de téléphone clairement. Elle criait encore quand je mis fin à l'appel. 15 minutes plus tard, Daniel appela. Sa voix sonnait brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Papa, s'il te plaît, pouvons-nous en parler ?» Nous avons eu des occasions de parler. Au petit déjeuner, quand Sarah m'a dit de partir, tu as choisi le silence. J'essayais de maintenir la paix. Les parents de Sarah avaient besoin d'aide dans ma maison sans me demander mon avis. Puis tu m'as dit de prendre un hôtel. C'était Sarah, pas moi. Tu étais assis là. Tu n'as rien dit. C'était aussi ton choix. Où sommes-nous censés aller ce soir ? Nous avons du travail demain. La maison contient toutes nos affaires. Vous vous débrouillerez. Tu es assez ingénieux pour planifier l'expulsion de ton père. Applique cette créativité à ta propre situation. Son désespoir transparaissait à travers le téléphone. Au moins, laisse-nous prendre nos vêtements, nos affaires de toilette. L'avis permet la récupération supervisée des articles essentiels. Appelle mon avocate pour organiser cela. Je mis fin à l'appel. Il essaya 2 fois de plus. Je ne répondis pas. À 18h04, Henri et Rose rentrèrent.
La caméra de sécurité capta parfaitement le visage d'Henri alors qu'il lisait l'avis. Son expression passa de la confusion à la compréhension, puis à la rage. Son visage prit une teinte violette inquiétante. Rose se tenait derrière lui, la bouche remuant dans ce que je devinais être des plaintes. Henri appela. Je laissai sonner jusqu'à la messagerie vocale. Plus tard, j'écoutai son message. Sa voix était venimeuse, menaçant de poursuites judiciaires, de la police et d'humiliation publique. « Ce n'est pas fini, Arthur. Loin de là. Vous avez fait une grosse erreur aujourd'hui. » Des menaces en l'air. Marguerite m'avait préparé à cette réaction exacte. Sarah rappela. Et encore. Au 4e appel en 10 minutes, elle avait complètement changé de tactique. « S'il vous plaît, Arthur, soyez raisonnable. Mes parents ont plus de 60 ans. Ils ne peuvent pas trouver un logement du jour au lendemain. Ils ont 30 jours. C'est ce que la loi exige. Je la suis à la lettre. Nous pouvons au moins rester ce soir. Juste ce soir. Nous trouverons quelque chose demain. Non. » Allez-vous vraiment faire dormir votre fils dans sa voiture? J'ai dormi dans un motel parce que vous m'avez dit de partir. Il survivra à une nuit inconfortable. Je ne vous pensais pas si froid. Je ne suis pas froid, je protège ce qui est à moi. Il y a une différence. Contactez mon avocate. Je bloquai son numéro avant qu'elle ne puisse répondre. Les appels cessèrent enfin. Dehors, par la fenêtre, je pouvais les voir se rassembler sur la pelouse. 4 silhouettes dans la lumière déclinante, ayant des conversations urgentes, décidant probablement quel hôtel choisir, quel ami pourrait les héberger pour la nuit. À l'intérieur, je m'assis dans mon fauteuil, dans ma maison, mon café refroidissant dans ma tasse préférée. Pour la première fois en 8 jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 6 jours après le verrouillage, une lettre arriva de la part de Davidson et associés. Leur papier à en-tête était luxueux, gaufré, épais. À l'intérieur, un langage juridique exigeait que je renvoie l'avis d'expulsion, car Daniel avait établi une demande de droit de résidence dans ma maison. Je le scannais immédiatement et l'envoyais par courriel à Marguerite. Sa réponse arriva 3 heures plus tard, avec pour objet, comme prévu, sans fondement. Elle avait rédigé une réfutation qui démantelait méthodiquement leur demande. Daniel était un enfant adulte vivant sans payer de loyer. Aucun bail n'existait. Jamais aucun loyer n'avait été versé. La loi distinguait les invités des locataires avec une précision chirurgicale. Sa demande de droit de résidence échouait sur tous les points. Je lus sa réponse 2 fois, savourant sa clarté. Le langage juridique pouvait être beau lorsqu'il protégeait la vérité. Le 7e jour, Sarah apparut sur ma caméra de surveillance à 14 heures. Elle était seule sur le porche, la main levée pour frapper, puis hésitant. Non, pas Daniel, pas ses parents, juste elle, l'air épuisé comme je ne l'avais jamais vu. Cheveux moins coiffés, des cernes visibles même à travers l'objectif de la caméra. Je la regardais pendant 30 secondes avant d'ouvrir la porte. Je ne l'invitais pas à entrer, me contentant de me tenir derrière la porte moustiquaire, les bras croisés. La barrière grillagée entre nous semblait symbolique. « Arthur, pouvons-nous parler, s'il vous plaît ?» En adulte. Sa voix visait le calme, mais le ratait. « Nous pouvons parler ici même. Puis-je au moins entrer? C'est gênant de rester sur le porche. Vous m'avez fait quitter cette maison. Vous pouvez bien rester sur le porche pendant 5 minutes ?» Elle tressaillit. « C'est bon. D'accord. Écoutez, nous avons engagé un avocat. Il dit que Daniel a des droits de résidence. Mon avocate dit que non. La mienne a raison. Vous ne pouvez pas simplement ignorer les lois. Si, il y en a. Je les suis. Et vous ?» Elle changea de position, tentant une approche différente. « Mes parents ont besoin de plus de temps. Ils ne peuvent pas simplement retourner chez eux. » Elle s'arrêta brusquement. «
J'entendis clairement « Retournez ». Je croyais qu'ils avaient vendu leur appartement. Son visage perdit toute couleur. Oui, je voulais dire qu'ils doivent trouver un nouvel endroit. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit « retournez ». Ils en sont toujours propriétaires, n'est-ce pas? Ce n'est pas la question. La question est que vous avez menti. Vous avez menti. Tous. Chaque mot tombait comme une pierre entre nous. Ils n'ont jamais eu besoin de vivre ici. Ils voulaient vivre ici gratuitement, dans ma maison. Vous déformez mes paroles. J'entends vos paroles pour la première fois. Sa voix se brisa. S'il vous plaît, nous sommes une famille. Cela ne signifie rien pour vous? Cela signifiait tout. C'est pourquoi cela m'a tant blessé quand vous m'avez dit de partir. Vous avez voulu aider vos parents, me sacrifiant sans demander mon avis, sans vous en soucier. Nous avons fait une erreur. Ne pouvez-vous pas pardonner cela? Vous avez décidé que je n'étais pas nécessaire. Maintenant, j'ai décidé la même chose. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui arrangerait ça? Rien. C'est déjà arrangé. La loi est claire. L'expulsion est maintenue. Elle partit sans un mot de plus. La portière de sa voiture claqua assez fort pour résonner dans la rue. Cette nuit-là, elle appela. Pas manipulatrice cette fois, pas en pleurs, juste furieuse. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Vous ne pouvez pas nous expulser. Je gardais ma voix mesurée. Ce n'est pas impossible. C'est en train d'arriver. Le tribunal a les documents. Vous détruisez cette famille, laissant mes parents sans abri, ruinant la vie de Daniel. Vos parents ont un appartement. Ils ne sont pas sans abri. Et Daniel est un adulte qui a fait des choix. Ce sont des personnes âgées. Comment pouvez-vous abuser de personnes de leur âge? Abuser. Je laissai ce mot planer un instant. Votre père m'a dit « Déménagez complètement. 5 personnes, c'est trop. » Rappelez-vous ce petit déjeuner. Je me souviens de chaque mot. Sa voix se dégonfla. Il ne voulait pas dire, il le pensait. Et vous aussi. Maintenant, vous expérimentez ce que vous m'avez prescrit. Je n'arrive pas à croire que vous soyez si vindicatif. Je ne suis pas vindicatif. Je protège ma propriété. Il y a une différence. Je mis fin à l'appel. Elle n'essaya plus. Au cours des jours suivants, je surveillais la situation grâce aux caméras et aux rapports des voisins. Le camion d'Henri passa 3 fois en une semaine. Des passages lents, délibérés, comme pour vérifier si j'avais disparu. Rose se tint une fois sur le trottoir, fixant la maison pendant 1 minute entière avant de s'éloigner. Madame Leclerc appela avec des nouvelles que je n'avais pas demandées mais que j'appréciais. Je les vis au supermarché. Rose se plaignait très fort de membres de la famille peu prévenants. Un autre jour, ma fille travaille près de cet hôtel, Formule 1 sur l'autoroute. Elle y a vu Daniel et Sarah. Ils avaient l'air épuisés. Le compte à rebours de 30 jours continuait. Il restait 23 jours. Marguerite appela avec la confirmation finale. Leur avocat avait retiré la demande de droit de résidence. Apparemment, il avait réalisé qu'elle n'avait aucun fondement. Combien de temps cela lui a-t-il pris? Environ 48 heures de recherche de sa part. Il apprend vite. Alors, c'est fini. L'expulsion est maintenue. À moins qu'il ne veuille se ridiculiser au tribunal. Oui, il leur reste 23 jours de délai de préavis. Et s'ils ne partent pas, alors nous irons au tribunal et un juge ordonnera leur expulsion, mais ils partiront. Personne ne veut d'une expulsion sur son casier. Je la remerciai et raccrochai. Je m'assis dans mon fauteuil inclinable. Ma maison était à nouveau à moi. Et je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. Pas du bonheur. Quelque chose de plus froid que cela. Un sentiment de juste réparation. Ils avaient cru que je reculerais. Que les sentiments familiaux l'emporteraient sur les droits de propriété. Ils avaient bâti toute leur stratégie sur ma prétendue faiblesse.
Ils s'étaient trompés sur mon compte, et le temps leur manquait pour comprendre à quel point ils s'étaient trompés. 3 jours plus tard, Marguerite et moi retournâmes au tribunal. Cette fois, dans un but différent. Nous déposâmes une affaire civile, le dossier CV 2025 003 847, Arthur Dubois contre Daniel Dubois. Demande de recouvrement de prêts impayés. Les documents étaient molles et précis. Chaque chiffre était étayé. Chaque promesse enregistrée. 35 000 € de capital. Prêt du 15 mai 2022. 0 remboursé en mars 2025. Intérêt calculé à 6% par an, conformément au droit des contrats en vigueur. Montant total réclamé, 42 035 €. Le greffier apposa le tampon avec le bruit satisfaisant d'une procédure officielle. Daniel serait signifié dans les 48 heures. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement la clarté des chiffres qui ne mentent pas. L'huissier de justice trouva Daniel sur son lieu de travail, dans la zone industrielle. 2 jours plus tard, en milieu d'après-midi, pendant une réunion, l'enveloppe Kraft arriva sur son bureau. Ses collègues remarquèrent que son visage devint livide lorsqu'il lut la première page. Il quitta le travail plus tôt ce jour-là. Madame Leclerc l'apprit de sa fille, qui l'avait entendu de Sarah, qui l'avait elle-même appris de quelqu'un du bureau de Daniel. Les petites communautés ont leur propre réseau de renseignements. Daniel m'appela ce soir-là. Sa voix tremblait. « Papa, tu me poursuis en justice, ton propre fils? Je recouvre une dette. Tu as emprunté 35 000 €. Tu as promis de les rembourser. Tu ne l'as pas fait. J'allais te payer. Finalement, tu sais, je suis solvable. 3 ans, pas un seul paiement, pas même une discussion à ce sujet. Ce n'est pas « finalement », c'est « jamais ». La famille ne poursuit pas la famille. La famille n'expulse pas non plus la famille de sa propre maison. Mais tu as assisté à cela sans rien dire. Tu as choisi Sarah plutôt que moi. Alors maintenant, je choisis les voies légales plutôt que les sentiments familiaux. Son désespoir transparaissait à travers le téléphone. Comment suis-je censé payer 42 000 €? Je n'ai pas cet argent. Tu l'avais quand je te l'ai donné. Tu l'as dépensé. Ce n'est pas mon problème. Je mis fin à l'appel. Il essaya encore 2 fois cette nuit-là. Je ne répondis pas. Marguerite avait été minutieuse dans la préparation de nos preuves. Nous avions organisé les éléments dans un classeur. Confirmation de virement bancaire. Échange d'emails avec des promesses de paiement. SMS de suivi où Daniel reconnaissait la dette. Feuille de calcul montrant les paiements manqués. Calcul des intérêts. Chaque document numéroté, étiqueté, perforé. C'est une organisation digne d'un procureur, dit Marguerite en examinant le classeur final. 35 ans de gestion logistique. Les détails comptent. Ils comptent en effet, surtout au tribunal. Daniel et Sarah consultèrent de nouveau leur avocat. Plus d'argent qu'ils n'avaient pas pour une affaire qu'ils ne pouvaient pas gagner. Leur avocat fut direct. D'après ce qui filtrait à travers le réseau communautaire, la documentation était irréfutable. Promesses par email, relevé bancaire, 0 paiement. Ils devaient transiger. Sarah tenta de faire valoir que c'était un don, pas un prêt. L'avocat secoua la tête. L'email de Daniel l'appelait explicitement un prêt avec des modalités de remboursement. Ils étaient piégés. Marguerite rédigea les termes du règlement. 42 000 € payables en 24 mensualités de 1 750 € à partir du 1er avril. Jugement alternatif permettant la saisie sur salaire. Hypothèque sur les biens. Possible procédure de faillite. Sarah m'appela directement, ignorant complètement les avocats. Cette poursuite est de la pure cupidité. Vous nous détruisez financièrement. Je gardai ma voix froide. Je recouvre l'argent qui m'est dû. Ce n'est pas de la cupidité.
c'est la justice. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Avec le loyer, les factures et maintenant 1 750 € par mois, nous survivrons à peine. Vous auriez dû y penser avant de me dire de prendre un hôtel. Les actions ont un coût. Vous punissez Daniel pour mes décisions. Daniel a pris sa propre décision. Quand vous m'avez dit de partir, il n'a rien dit. Quand votre père m'a dit de déménager complètement, il n'a rien dit. Le silence est un choix. Nous ne pouvons pas payer cela. Alors mon avocat fera saisir le salaire de Daniel. Le tribunal m'a accordé ce droit. Vous m'avez traité de superflu dans ma propre maison. Maintenant, je vous montre à quel point j'étais nécessaire. Le téléphone raccrocha. Je l'entendis clairement à travers le haut-parleur avant que la ligne ne se coupe. 2 semaines après le dépôt, nous eûmes une audience préliminaire. J'arrivai avec Marguerite. Daniel se présenta avec son avocat, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Sarah était assise dans la salle d'audience, les bras croisés, me fusillant du regard. La juge Martinez examina les preuves méthodiquement. Virement bancaire, chaîne d'email, formulation de promesses, 0 paiement. Monsieur Dubois, dit la juge, le défendeur a emprunté 35 000 € à son père. Daniel hésita. Oui, votre honneur. Y avait-il une entente selon laquelle vous rembourseriez cet argent? C'était plus informel, une aide familiale. La juge brandit l'impression de l'email. Votre email dit « Papa, c'est un prêt, pas un don. Je te rembourserai 1 000 € par mois. » Cela semble explicite. Les épaules de Daniel s'affaissèrent. Oui, votre honneur. Avez-vous effectué des paiements sur cette dette en 3 ans? Non, à peine audible. Alors la requête du plaignant est accordée. Jugement rendu pour 42 350 €. Le marteau du juge s'abattit avec finalité. Après l'audience, Marguerite me briefa sur les modalités d'exécution. Ils essaieront de sauter des paiements. Comptez-y. Que se passe-t-il s'ils le font? Après 2 paiements manqués, nous demanderons une saisie sur salaire. Son employeur nous enverra une partie de son salaire avant même qu'il ne le voie. Après 4 paiements manqués, nous pourrons engager des recouvrements supplémentaires, des privilèges, la saisie d'actifs, le cas échéant. Vont-ils me tester? Absolument. Ils pensent toujours que vous êtes faible. Ils croient que les liens familiaux vous feront finalement pardonner la dette. Ils ont tort. Son léger sourire reconnaissait la vérité que nous connaissions tous les deux. Je sais. Assurez-vous qu'ils l'apprennent vite. Premier paiement manqué. Action d'exécution immédiate. Apprenez-leur que vous avez pesé chaque mot. 3 jours plus tard, l'avocat de Daniel appela Marguerite. Le client acceptait les conditions de paiement. L'accord formel fut signé cet après-midi-là. Premier paiement dû le 1er avril. Je mis un rappel dans mon calendrier. Grâce au réseau de Madame Leclerc, j'appris que les Miller avaient trouvé un appartement, 2 chambres près de la rue du 32e, dans une ville voisine, à environ 6 km de là, pour 1 400 € par mois, bien plus que ce qu'ils souhaitaient te payer. Rose se plaignait déjà. Madame Leclerc l'avait entendue au supermarché parler à une inconnue de l'horrible appartement avec sa moquette malodorante et son stationnement impossible. Notre gendre nous a forcés à y aller, dit Rose, apparemment inconsciente de l'arrogance de ses propos. Nous avions juste besoin d'un endroit où rester temporairement, et il nous a expulsés. Des personnes âgées. L'inconnu, selon Madame Leclerc, avait eu l'air horrifié, mais pas par moi, par Rose. Je m'assis dans ma maison ce soir-là, ma maison, légalement et moralement mienne, et je passais en revue la chronologie. Avis d'expulsion remis. Contestation légale rejetée. Mensonge sur l'appartement démasqué. Plan de paiement de la première action en justice accepté. 4 semaines auparavant, il m'avait dit de quitter ma propre maison. Maintenant, il payait le prix de cette décision. 1 750 € par mois. Pendant 2 ans, la justice apprenait.
Elle n'était pas toujours rapide, mais elle pouvait être minutieuse. Le premier paiement de Daniel, crédité le 1er avril, 1750 €, transféré électroniquement, marqué comme remboursement de prêt, ordonné par le tribunal. Ces mots dans la description de la transaction me procuraient un sentiment de justification chaque fois que je consultais mon compte. 2 jours plus tard, un email de groupe arriva de Jenna, la cousine de Daniel, que je n'avais pas vue depuis 5 ans. Objet: réunion de famille, 12 avril. Le message m'invitait chez elle pour discuter des récentes tensions familiales et trouver une résolution. Je reconnus le piège immédiatement. Ce n'était pas une médiation, c'était une embuscade. Tante Laura de la ville d'à côté d'abord. « Arthur, j'ai entendu ce que tu as fait aux parents de Sarah. Ce sont des personnes âgées. Comment as-tu pu ? » Puis oncle Thomas d'une autre ville. « Ton fils a du mal à effectuer les paiements. Ce n'est pas ainsi que la famille traite la famille. » Le frère de Daniel, Marc, qui appelait rarement. « Papa se retournerait dans sa tombe en voyant comment tu traites la mère de ton petit-fils. » Chaque interlocuteur avait le même scénario. Des variations sur la cruauté, la cupidité, l'abandon des valeurs familiales. On leur avait servi le récit de Sarah. Les pauvres, les personnes âgées, les Miller, victimes de l'impitoyable Arthur. Je ne me disputais avec aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'écoutais. Puis je répondis en 3 phrases. « Je comprends que vous soyez inquiet. Vous avez entendu une version. Puis-je vous envoyer des documents pour que vous puissiez voir la situation dans son ensemble ?» La plupart acceptèrent, certains à contre-cœur, d'autres sincèrement curieux. Cette nuit-là, je rédigeai un email détaillé, 5 pages, interlignes simples, chronologiques. Février. Les Miller emménagent sans demander. Tentative d'expulsion au petit déjeuner. Séjour à l'hôtel. Consultation juridique. Exclusion. Révélation du mensonge sur l'appartement. Prêt impayé de Daniel. Jugement du tribunal. Chaque section incluait des preuves, des photos, des emails, des documents juridiques et surtout un extrait de 45 secondes d'une caméra de sécurité montrant Henri dire « déménager complètement ». Au cours de cette première semaine, je mis la vidéo en ligne sur YouTube, non répertoriée, partagée uniquement avec la famille. Marguerite relut le document avant que je ne l'envoie. C'est à toute épreuve. Quiconque lira ceci objectivement comprendra parfaitement. J'envoyais des versions personnalisées à chaque membre de la famille qui avait appelé. 9 personnes au total. En 48 heures, 3 rappelèrent. Tante Laura d'abord. Arthur, je n'avais aucune idée. Sarah l'avait fait paraître complètement différent. Je suis tellement désolé. Oncle Thomas. Ces enregistrements de caméra. Ce type, Henri, est tout un personnage. Tu avais tout à fait raison. Même Marc admit qu'il n'aurait pas dû appeler sans entendre les 2 versions. Tout le monde ne changea pas d'avis. Certains restèrent convaincus que j'aurais dû arranger les choses. Mais le consensus changea radicalement. Jenna m'envoya un email privé le 9 avril. La réunion est annulée. Plusieurs personnes remettent maintenant en question la version des faits de Sarah. Le réseau de soutien de Sarah s'effondra. 3 jours plus tard, le jour où la réunion aurait dû avoir lieu, Daniel et Sarah apparurent ensemble à ma porte d'entrée. En milieu d'après-midi, de manière inattendue. À travers la caméra, je les vis, côte à côte, un front uni, ou peut-être Daniel offrant un soutien moral, tandis que Sarah tentait sa manœuvre. J'ouvris la porte d'entrée, mais pas la moustiquaire. Sarah prit la parole la première, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Arthur, nous voulons nous excuser. Vraiment ? Pouvons-nous repartir à zéro ?» Elle regarda Daniel qui acquiesça à son signal. « S'il te plaît, pour le bien de la famille. » J'étudiai son visage. Sa bouche articulait des mots de remords, mais ses yeux calculaient. C'était une nouvelle tactique,
Pas un véritable changement. Pourquoi vous excusez-vous précisément ? Elle hésita légèrement. Pour ne pas avoir mieux communiqué, pour la façon dont les choses se sont passées. La façon dont les choses se sont passées. Vous voulez dire quand vous m'avez dit de dormir sur le canapé ou de prendre un hôtel ? Oui, que cela a été mal dit. Nous étions stressés avec mes parents. Vos parents qui ont menti sur la vente de leur appartement ? Qui ont emménagé dans ma maison sans demander ? Daniel intervint. Papa, nous essayons de faire la paix ici. Ne peux-tu pas faire un pas vers nous ? Faire un pas vers vous aurait été de me demander ma permission avant que tes beaux-parents n'emménagent. Faire un pas vers vous aurait été de me défendre à ce petit déjeuner. Il n'y a plus de compromis. Il y a le respect de la loi et les conséquences. Le masque de Sarah se fissura légèrement. Alors c'est ça, vous allez juste nous punir pour toujours. Ce n'est pas une punition, c'est la justice. Vous avez décidé que j'étais superflu. Je vous prouve le contraire. Ils partirent sans un mot de plus. Pas de claquement de porte cette fois. Juste un silence de défaite. Je les regardais s'éloigner sur ma caméra de sécurité. Puis je m'assis dans mon fauteuil, le mien que j'avais récupéré, et ouvris mon ordinateur portable. 9 membres de la famille avaient reçu ma documentation. 6 avaient changé de position. 2 étaient restés neutres. Une seule, la tante de Sarah, demeurait hostile. La vérité avait été plus efficace que n'importe quel argument. Je créai un tableur pour suivre les paiements de Daniel. Premier paiement, le 1er avril, à l'heure. Solde restant, 40 000 €. Achèvement prévu. Mars 2027. Si aucun paiement manquait, 23 mois de responsabilisation à venir. Grâce au réseau de Madame Leclerc, j'appris que Daniel vendait sa voiture, celle qu'il avait achetée avec mes 35 000 €. Un panneau « À vendre » apparut sur la vitre arrière. Il liquidait des biens en difficulté financière. Lorsque Sarah et Daniel étaient venus s'excuser, j'avais remarqué des détails que mon cerveau de logisticien avait catalogués automatiquement. Le sac à main de créateur de Sarah avait disparu, remplacé par un modèle moins cher. La chemise de Daniel était froissée. Tous deux semblaient épuisés. Leur démarche était née du désespoir, non d'une révélation. Cette nuit-là, je revis les images de surveillance du mois dernier. Henri passant lentement en voiture à 3 reprises. Rose debout sur le trottoir, fixant la maison avant de s'éloigner. Sarah arrivant pour sa visite ratée. Le dernier appel de Daniel et Sarah. Tout était documenté. Tout était horodaté. Autant de preuves de leur tentative continue de me manipuler, de me faire pression ou de me culpabiliser pour que je cède. Rien n'avait fonctionné. J'apprenais quelque chose de précieux. Quand on cesse de s'engager émotionnellement, quand on laisse la documentation parler au lieu de se défendre, les manipulateurs perdent leur pouvoir. Ils avaient bâti toute leur stratégie sur ma prétendue faiblesse. Sur le sentiment familial primant sur les droits de propriété, ils s'étaient complètement trompés. Et avec 23 mois de paiement à venir, ils auraient amplement le temps de comprendre leur erreur. Début mai apporta une révélation inattendue. J'arrosais la pelouse devant la maison quand Madame Leclerc, ma voisine, s'approcha, l'expression hésitante. « Arthur, il faut que je vous dise quelque chose. J'aurais dû vous en parler plus tôt. » Je posai le tuyau d'arrosage. « Qu'est-ce qu'il y a, Madame Leclerc ?» Quand ces gens, les Miller, étaient chez vous, mon petit-fils a regardé par la fenêtre latérale un jour. Je sais, les enfants sont curieux, mais il a vu cet homme, Henri, déplacer des meubles très brutalement. Il a entendu un fracas. Il a vu la femme nettoyer frénétiquement. Mon pouls s'accéléra. C'était quand ? La 2e semaine de leur séjour, mi-février. J'ai supposé que vous étiez au courant de ce qui avait été cassé, mais en voyant tous ces problèmes juridiques, j'ai pensé que vous devriez peut-être savoir qu'ils ont endommagé des choses. Je ne savais pas. Merci de me l'avoir dit.
Après son départ, je rentrais et commençais une inspection systématique. J'avais nettoyé la maison après l'avoir récupérée. Le désordre de surface, le réarrangement des objets déplacés, mais je n'avais pas cherché de dommages structurels. Maintenant, je parcourais chaque pièce avec un regard différent. La salle à manger fut la première. La table antique de ma femme, héritée de sa grand-mère, estimée à 3 000 € il y a 10 ans. Elle présentait une longue et profonde entaille dans le vernis, profonde, laide, traversant le plaquage. Quelque chose de lourd avait été laissé tomber ou traîné dessus. Je m'agenouillais près de la table, traçant le dommage avec mon doigt. Cette table avait survécu 70 ans intacte. 3 semaines avec les Miller l'avaient détruite. Dans le salon, 3 marques de brûlures circulaires gâchaient le parquet près de la cheminée, chacune de plusieurs centimètres de diamètre. Des brûlures de cigarettes ou des braises tombées, malgré ma politique stricte d'interdiction de fumer. Les toilettes de la salle de bain principale coulaient constamment. La facture d'eau avait augmenté de 40 €. Le flotteur était endommagé. Il n'était pas cassé avant. Salle de bain d'invités, carrelage fissuré, poignée de robinet desserrée. Chaque nouvelle découverte nourrissait en moi une détermination froide et méthodique. J'ai contacté une société d'expertise immobilière. Raymond Torres est arrivé le lendemain matin, muni de son appareil photo, de ses outils de mesure et de son presse-papier. Il a passé 3 heures à tout documenter. « C'est un dommage important », a-t-il commenté en examinant la table. « Un impact unique causé par un objet lourd. Voyez comme l'entaille suit le fil du bois. Quelque chose a été traîné. Peut-on le réparer ? Pas pour lui rendre son état d'origine. C'est un travail artisanal de 1942. Fini à la main. Une réparation moderne serait visible. La valeur de remplacement est votre seule option. » C'était la table de la grand-mère de ma femme. L'expression de Raymond s'est adoucie, mais il est resté professionnel. Je comprends que cela la rende irremplaçable sentimentalement, mais nous ne pouvons évaluer que sa valeur marchande. Sur la base d'antiquités comparables, 3 000 € est une estimation prudente. Son rapport final détaillait tout. Table antique, 3 000 €. Réparation du parquet, 2 800 €. Plomberie, 1 200 €. Carrelage, 900 €. Autres dommages mineurs, 600 €. Un total de 8 500 €. C'est une documentation de qualité judiciaire, a déclaré Raymond en me tendant le rapport relié. Vous n'aurez aucun mal à prouver cela. Je l'ai payé 400 €. Un argent bien dépensé. Marguerite a rédigé une lettre de mise en demeure à l'attention d'Henri et Rose. Elle y détaillait les dommages, joignait le rapport d'expertise et exigeait le paiement dans les 14 jours, faute de quoi une action en justice serait engagée. La lettre a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. 5 jours plus tard, Henri m'a appelé. Sa voix était pleine de venin. « C'est du chantage. Vous ne pouvez pas prouver que nous avons fait tout ça. Nous ne paierons pas un centime. » J'ai gardé ma voix froide. L'expertise est professionnelle et documentée. Le choix vous appartient. Payez volontairement ou expliquez à un juge pourquoi vous refusez. Nous ne paierons pas un seul sou. Poursuivez-moi si vous voulez. Vous ne gagnerez pas. J'ai gagné toutes mes affaires jusqu'à présent. Je gagnerai celle-ci aussi. Il a raccroché. J'ai immédiatement appelé Marguerite. Déposez la plainte. Avant de déposer la plainte, je me suis souvenu de quelque chose. Début février, j'avais photographié la maison pour le renouvellement de mon assurance. Ces photos montraient chaque pièce en parfait état. Je les ai téléchargées depuis la sauvegarde cloud de mon téléphone. J'ai vérifié les métadonnées. Les dates confirmaient qu'elles avaient été prises début février, avant l'arrivée des Miller. Cette preuve était une pièce à conviction majeure concernant l'état de la maison avant leur occupation.
L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard, devant le tribunal de proximité. La juge Patricia Medina présidait. Henri se représentait lui-même. Il ne pouvait pas se permettre un autre avocat. Rose était assise à ses côtés, l'air misérable. Je suis arrivé avec Marguerite et 3 classeurs de preuves. Henri a soutenu que les dommages étaient préexistants et que je harcelais des personnes âgées. La juge Medina a examiné mes preuves méthodiquement. Photos avant montrant un état impeccable. Photos après montrant les dégâts. L'expertise professionnelle de Raymond. Et l'attestation sous serment de Madame Leclerc décrivant ce que son petit-fils avait vu. « Monsieur Henri, » a dit la juge en levant les yeux, « vous affirmez que ces dommages préexistaient à votre occupation. Avez-vous des preuves pour étayer cela ?» Henri a bégayé. « Nous n'étions là que quelques semaines. Nous n'avons pas fait tous ces dégâts. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous des photographies, des témoignages, une quelconque documentation montrant que ces dommages existaient avant février ? Nous n'avons pas pensé à prendre des photos. Pourquoi l'aurions-nous fait ? Monsieur Dubois, en revanche, dispose de photographies datées montrant un état impeccable avant votre arrivée et de documents attestant des dommages par la suite. Il a également une expertise professionnelle et le témoignage d'une voisine. Cette voisine ment. Son enfant s'introduisait chez nous. Regarder par une fenêtre depuis une propriété adjacente n'est pas une intrusion. Le témoignage est crédible. La juge Medina a refermé son dossier. Monsieur Henri, vous avez occupé la propriété de Monsieur Dubois et, pendant cette période, des dommages sont survenus. La prépondérance de la preuve indique que vous en êtes responsable. La voix d'Henri est devenue désespérée. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous vivons avec un revenu fixe. Alors vous n'auriez pas dû endommager la propriété d'autrui. Jugement en faveur du demandeur. 8 500 € plus 293 € de frais de justice. Paiement dû dans les 30 jours. Le marteau du juge a retenti, scellant la décision. Marguerite m'a fait un compte-rendu. C'était décisif. Ils n'avaient aucune défense. Vont-ils vraiment payer ? Ils devront. S'ils ne le font pas, nous saisirons leur compte bancaire. Nous prendrons une hypothèque sur leur appartement. Ils le possèdent toujours. Vous vous souvenez ? J'avais presque oublié. Ils avaient menti en disant l'avoir vendu, puis avaient endommagé ma maison tout en y vivant sans payer de loyer. Combien de temps avant qu'ils ne paient ? 30 jours, où les procédures d'exécution commenceront. Je suppose qu'ils vont liquider quelque chose rapidement. Peut-être ce camion qu'Henri conduit. Ils ne peuvent pas risquer une hypothèque sur l'appartement. C'est leur seul véritable actif. Bien. Ils devraient ressentir ce que c'est de perdre quelque chose qu'ils valorisent. Grâce au réseau du quartier, j'ai appris 2 semaines plus tard que les Miller avaient vendu le camion d'Henri, le vieux camion qu'il avait garé dans mon allée de garage ce premier jour, s'appropriant ma place. Ils avaient utilisé l'argent pour payer le jugement. Leur plan de retraite confortable, qui consistait à vivre sans payer de loyer dans une belle maison, à économiser de l'argent et à garder leur appartement comme solution de repli, s'était complètement effondré. Désormais, ils payaient 1 400 € par mois pour un appartement bon marché. Leur camion avait disparu et ils m'avaient versé 8 500 € pour les dégâts qu'ils avaient causés par leur négligence et leur arrogance. Ce soir-là, je me suis assis dans ma salle à manger, contemplant la table abîmée que je devrais remplacer. Cela me peinait de savoir que la table de la grand-mère de mon épouse était ruinée. Mais la douleur était supportable, car justice avait été rendue. 3 victoires juridiques désormais: l'expulsion, le recouvrement de créances et les dommages matériels. Chacune d'elles renforçait ce que j'avais appris. La documentation l'emporte sur l'émotion, les faits sur la manipulation, et le système judiciaire fonctionne quand on sait l'utiliser correctement. Ils m'avaient cru faible. Ils pensaient
que le sentiment familial les protégerait des conséquences. Ils s'étaient trompés sur toute la ligne. Le troisième versement de Daniel est arrivé à la mi-juin. 1 750 €, pile à l'heure. J'ai mis à jour mon tableau de suivi. Solde restant, 36 785 €, soit 21 mois d'avance. Le paiement provenait de leur compte joint, mais je sentais la tension derrière ces chiffres. Entre les paiements ordonnés par le tribunal, le loyer du modeste appartement de 2 pièces qu'ils avaient retrouvé et les dépenses courantes, ils étaient en train de couler financièrement. Grâce au réseau du quartier résidentiel, des détails me parvenaient. M. Carter avait aperçu la voiture de Daniel au supermarché vers minuit, probablement à la recherche de promotions de fin de journée. Madame Leclerc avait remarqué que Sarah semblait épuisée à la pharmacie. Elena Rodriguez les avait vus se disputer sur le parking de leur appartement, leur voix portant à travers les fenêtres ouvertes. Je ne cherchais pas ces informations. Elles venaient à moi. Fin juin, Madame Leclerc avait entendu quelque chose à travers les murs minces de l'appartement des Miller. Henri et Rose se disputaient à propos d'argent, blâmant tout le monde, sauf eux-mêmes. Nos économies sont parties, Henri. Parties. La voix de Rose trahissait le désespoir. Henri continuait d'insister que tout était de ma faute et qu'il devrait me poursuivre pour détresse émotionnelle. La réponse épuisée de Rose. Avec quel avocat? On peut à peine se payer à manger. Il n'avait rien appris. Début juillet, un nouveau rebondissement est survenu. Jenna a appelé alors que j'arrachais les mauvaises herbes des parterres de fleurs devant la maison, restaurées maintenant après des mois de négligence. « Arthur, Sarah m'a demandé de te contacter. Elle veut te proposer quelque chose ?» J'ai essuyé la terre de mes mains. Je me suis assis sur la marche du perron. « Je t'écoute. » Elle est prête à reconnaître publiquement ses erreurs, à te présenter ses excuses, à la famille. Elle te demande juste d'envisager d'abandonner les paiements restants de la dette. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Comme si les 6 derniers mois n'avaient pas existé. Les gens font des erreurs, Arthur. Elle essaie de se racheter. Se racheter, cela aurait été de ne pas me chasser de ma maison. Se racheter, cela aurait été que Daniel me défende à ce petit déjeuner. Ce n'est pas se racheter. C'est négocier les conséquences. Donc, c'est non. Un compromis était possible avant qu'il ne me dise de quitter ma propre maison. Il est trop tard maintenant. Les jugements sont définitifs. Chaque euro, chaque paiement, jusqu'à satisfaction complète. Tu as changé, Arthur. Non. J'ai juste enfin cessé de laisser les gens profiter de moi. Il y a une différence. 2 jours plus tard, Daniel est apparu seul à ma porte. C'était le début de soirée. La chaleur estivale commençait tout juste à s'estomper. À travers la caméra de sécurité, je l'ai vu rester assis dans sa voiture pendant 5 minutes, rassemblant son courage. Quand il s'est finalement approché, j'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il se tenait sur le perron, l'air d'avoir perdu une dizaine de kilos par rapport à 6 mois auparavant. Des cernes sombres marquaient ses yeux. « Papa, je dois te dire ça. J'ai eu tort sur toute la ligne. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire non quand les parents de Sarah ont emménagé. Je suis désolé. » Les mots sonnaient sincères. Trop tard, mais sincères. Tu es désolé maintenant. 6 mois et 5 250 € de paiement plus tard. J'étais désolé avant. Je ne savais juste pas comment arranger les choses. On arrange les choses en tenant tête quand il le faut. Tu es resté silencieux quand Henri m'a dit de partir. Silencieux quand Sarah a exigé ma chambre. Silencieux quand j'ai fait mes valises. Je pensais qu'il se calmerait. Je pensais qu'on s'arrangerait. Tu t'es trompé. Et maintenant, tu vis avec ses pensées. Sa voix est devenue désespérée. Y a-t-il un moyen de réparer ça? Un retour en arrière possible? Tu aurais dû le regretter quand tu es resté silencieux à cette table. C'est là qu'un « désolé » aurait eu de l'importance. Maintenant, ce n'est que du bruit.
Il est parti, l'air encore plus abattu qu'à son arrivée. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au bout de la rue, puis je suis retourné à ma routine du soir. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison, j'ai repensé à la confession de Daniel. Une partie de moi reconnaissait que sa douleur était réelle, mais j'avais appris à distinguer le regret des actions du regret des conséquences. Il regrettait de payer 1 750 € par mois. Il ne regrettait pas d'avoir trahi son père. La différence importait. Tout au long du mois de juillet, la pression sur eux s'est intensifiée. Madame Leclerc a mentionné que la voiture de Sarah avait un pare-brise fissuré qu'il n'avait pas réparé depuis 6 semaines. Monsieur Carter les avait vus consolider leurs comptes bancaires, probablement en fermant les comptes superflus pour économiser les frais. Les Miller appelaient Sarah constamment. Le chantage émotionnel de Rose concernant leur horrible appartement. Les plaintes d'Henri à propos de tout. Ces exigences d'aide que Sarah ne pouvait pas se permettre de donner. J'ai appris l'existence d'un de ces appels par Madame Leclerc, qui était au téléphone avec Elena lorsque la mère de Sarah l'a appelée. Sarah a fini par craquer. « Nous payons le jugement que vous avez obtenu, notre loyer et les frais de justice de votre père. Il ne nous reste plus rien. » La famille se déchirait sous le poids de conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Leur plan confortable, vivre sans loyer, économiser de l'argent, garder l'appartement comme roue de secours, s'était transformé en une catastrophe en cascade. Le stress financier engendrait des conflits conjugaux, qui engendraient du ressentiment parental, qui à son tour engendrait encore plus de stress financier. Un cycle sans issue, si ce n'est le temps et la reddition des comptes. Un soir de fin juillet, je me suis assis sur ma terrasse, observant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de violet. Ma maison était silencieuse derrière moi, revenue à son état normal. Plus d'invasion, plus de manipulation, plus personne pour me dire de quitter mon propre foyer. Juste la paix retrouvée. Mon tableau Excel m'attendait sur le bureau. 21 mois de paiement encore à venir, mais je ne les comptais plus avec colère, juste avec patience. La justice, avais-je appris, n'était pas toujours rapide, mais elle était minutieuse. Le 5e paiement est arrivé début août à 23h47, le jour de l'échéance, juste à temps. J'ai vérifié mon application bancaire le lendemain matin, vu le dépôt, mis à jour mon tableau, solde restant. 33 285 €, 19 mois encore à courir. Le nom du compte émetteur avait changé, passant de « compte joint Daniel et Sarah Vance » à simplement « Daniel Vance ». Quelque chose avait bougé. 3 jours plus tard, Madame Leclerc l'a mentionné nonchalamment en relevant son courrier. « Avez-vous entendu parler de Daniel et Sarah ?» Apparemment, elle a demandé le divorce. J'ai gardé une expression neutre. Je vois le stress financier, d'après la fille d'Elena au tribunal, et ses parents qui appellent constamment pour se plaindre. C'est ce qui arrive quand les gens prennent de mauvaises décisions. Cette nuit-là, un SMS est arrivé de Jenna. « Je pensais que tu devrais savoir. Sarah a déposé les papiers la semaine dernière. Elle a dit qu'elle ne supportait plus le stress financier et les disputes constantes. Daniel est anéanti. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé mon téléphone et réalisé que je ne ressentais rien. Pas de vindicte, pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste la reconnaissance silencieuse que les conséquences s'étaient propagées plus loin que quiconque ne l'avait imaginé. Par l'intermédiaire de M. Carter, j'ai appris que les Miller étaient restés dans leur appartement bon marché. Rose avait été aperçue à la banque alimentaire locale. Leurs économies, épuisées par le jugement de 8 500 €, les frais de justice et les coûts de déménagement, ne s'étaient jamais reconstitués. Henri conduisait maintenant une berline vieille de 20 ans, son pick-up ayant été vendu des mois auparavant. Ils n'étaient pas démunis, juste diminués, vivant la retraite modeste qu'ils avaient tenté de fuir.
À la mi-août, j'étais assis sur ma terrasse arrière, rénovée le mois dernier avec un nouveau revêtement composite, une tasse de café à la main, ma tasse préférée récupérée là où Rose l'avait reléguée au fond du placard. La maison derrière moi était propre, organisée, à nouveau la mienne. La table antique avait disparu, trop abîmée pour être sauvée, mais j'avais choisi son remplacement moi-même, et l'espace semblait juste. Monsieur Carter est passé, a salué, puis s'est approché pour discuter. Beau travail sur cette terrasse, ça a l'air professionnel. Merci, je l'ai faite le mois dernier. L'endroit est magnifique. Vous savez, beaucoup de gens ici respectent la façon dont vous avez géré tout ça. Vous vous êtes défendu. Vous n'avez pas cédé quand la famille a essayé de vous faire pression. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai juste protégé ce qui m'appartient, plus que la propriété. Un principe. Vous avez montré aux gens qu'ils ne peuvent pas simplement profiter parce qu'ils sont de la famille. Exactement. La famille ne signifie pas la capitulation. Elle signifie le respect. Ils l'ont oublié. Après le départ de Monsieur Carter, j'ai traversé ma maison. Ma routine matinale était restaurée. Réveil à 5h30. Café dans ma cuisine réorganisée, lecture des nouvelles dans le coin petit déjeuner. Thermostat à 22 degrés Celsius. Mon fauteuil inclinable positionné exactement où je le voulais. Le silence n'était pas vide. Il était paisible. Ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, l'adresse manuscrite, l'écriture familière de Daniel. À l'intérieur, un chèque de 1 750 €, le 6e paiement, arrivé en avance cette fois, et une lettre d'une seule page. Papa, je comprends maintenant à quel point je me suis trompé sur tout. J'ai laissé Sarah et ses parents manipuler la situation. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû voir ce qui se passait. Je paie le prix maintenant, au sens propre comme au figuré. Sarah est partie. Mes économies ont disparu. Mais je l'ai mérité. Je t'ai laissé tomber quand tu avais besoin de moi. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Daniel. Je suis resté près de la boîte aux lettres, tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai glissée de nouveau dans l'enveloppe. La compréhension était venue à un prix élevé pour Daniel. Après 6 paiements, après l'effondrement de son mariage, après que tout se soit écroulé, la lettre demandait le pardon. Peut-être un jour, non pas parce qu'il le demandait, mais parce que je déciderais que le moment était venu. Je suis rentré, j'ai placé la lettre dans le tiroir de mon bureau avec d'autres documents légaux, et je suis retourné sur la terrasse. La chaleur d'août s'estompait pour laisser place à une soirée agréable. Je tenais ma tasse de café, observant les couleurs s'intensifier dans le ciel. « Il pensait que je plierais », ai-je dit à voix basse, à personne en particulier. Il pensait que l'obligation familiale l'emporterait sur le respect de soi. J'ai marqué une pause, sirotant mon café. Ils avaient tort. Une autre pause, observant le ciel changer de teinte. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait par justice. Il y a une différence. Je posais ma tasse avec précaution, et justice avait été rendue. Ma maison, mes règles, ma paix. 19 mois de paiement s'étendaient devant moi. Mais je ne les comptais pas avec colère, seulement avec patience. Chaque versement était une responsabilisation rendue tangible, des conséquences devenues réelles. Leurs existences s'étaient réduites, leur enseignant que les raccourcis ont un prix. Sarah s'était éloignée des décombres qu'elle avait contribué à créer. Daniel payait chaque mois, comprenant enfin ce qu'il avait perdu. Et moi, je siégeais dans ma maison retrouvée, buvant mon café, tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Madame Leclerc m'avait invité à dîner la semaine prochaine. J'avais accepté. La réunion de l'association de quartier était jeudi. J'y assisterai comme toujours. La vie avait retrouvé les habitudes que j'appréciais avant le chaos de février.
Ce n'était pas une victoire, c'était une restauration. J'avais songé à répondre à la lettre de Daniel. Peut-être un jour, pas encore. Le temps dirait si sa compréhension se traduirait par un changement durable, ou si ce n'était qu'un remords face aux conséquences. Quoi qu'il en soit, les paiements continueraient. Le tableau de suivi les enregistrerait. La dette serait réglée dans 2 ans, à peu de choses près. À l'intérieur, mon téléphone a vibré avec un message de Marguerite. Juste pour prendre des nouvelles. Tout est stable. J'ai répondu simplement « Merci pour tout ». Sa réponse est venue rapidement. « C'est vous qui avez fait le plus dur. Moi, j'ai juste rempli des papiers. » J'ai souri à cela. Le plus dur n'avait pas été le travail juridique. C'était de tracer la ligne, de la maintenir, de refuser de céder quand tout le monde disait que les familles devaient pardonner et oublier. Je n'avais pas oublié, mais j'avais avancé. C'était suffisant. Le ciel s'est assombri d'un bleu profond. Les étoiles ont commencé à apparaître. Le quartier résidentiel s'est plongé dans le calme de la nuit. Quelque part, Daniel lisait mon silence, comprenant que je n'avais pas répondu à sa lettre. Peut-être que ce silence disait tout ce qu'il fallait dire. Je me suis levé, je me suis étiré, j'ai ramassé ma tasse vide. Je suis entré dans ma maison, propre, silencieuse, mienne, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Demain, je me réveillerai à 5h30, ferai mon café, lirai les nouvelles, arroserai le jardin. Je vivrai ma vie comme j'aurais dû être autorisé à le faire depuis le début. La justice n'avait pas été rapide, mais elle avait été complète. Et c'est cela, j'avais appris, qui importait.